Bonjour et bienvenue à l'Afrique Info sur CCTV français. À la une de cette édition, la Chine a restauré des relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs avec la Gambie, pays d'Afrique de l'Ouest. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré son homologue gambien Néner Maktoal Gaye à Beijing jeudi. Les deux ministres ont signé un communiqué commun sur le rétablissement des relations. Selon le communiqué, la Chine et la Gambie rétabliront leurs relations à partir de jeudi. La Gambie, elle, admet qu'il n'y a qu'une seule Chine dans le monde et que le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légal à représenter toute la Chine et que Taïwan est une partie inaliénable de la Chine. Le président nigérien Muhammadu Buhari est de retour au Nigeria après un voyage de 2 jours à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, avec le président Obiang Nguema Mpasoko. Il a discuté de la piraterie le long de l'océan Atlantique et du vol de pétrole. La piraterie dans le golfe de Guinée aurait baissé d'environ 29%, mais cela n'a pas été le cas le long des côtes nigériennes. Le pays perdrait près de 12 millions de litres de brut par mois. Cela représente une perte de 456 millions de dollars mensuels. Les observateurs de l'industrie pensent que l'effet du vol de pétrole va bien plus loin que la valeur financière. Quand vous parvenez à voler 100 000 barils de brut, alors vous pouvez probablement déverser 100 000 autres barils dans la nature. Vous avez aussi probablement la possibilité de rendre responsables les compagnies pour ces lignes de production particulières. Un pays comme le Nigeria peut perdre environ 400 000 barils, bien qu'il n'y ait que 100 000 barils volés. Les présidents Muhammadu Buhari et Obiang Nguema tentent aujourd'hui de renforcer l'effort régional pour contenir leurs pertes. Tchayi Gaskia pense qu'une initiative régionale pour lutter contre les crimes maritimes dans l'océan Atlantique aurait dû être en place depuis longtemps. It makes sense to also try to build a naval coalition. Il est logique d'essayer aussi de construire une coalition navale qui peut mieux contrôler la mer afin que le travail ne retombe pas uniquement sur la marine nigériane. Cela a du sens. C'est donc le genre d'attente que nous avons de cette rencontre, avoir une sécurité plus structurée et coordonnée et une approche de surveillance en termes de patrouille commune de la mer. Les présidents Buhari et Obiang Nguema ont discuté aussi des attaques contre les forages de pétrole, de la prolifération des petites armes et du trafic d'êtres humains dans le golfe de Guinée. Les deux raffineries de pétrole du Nigeria nouvellement rénovées ont dû récemment fermer à la suite d'actes de vandalisme contre les oléoducs dans le delta du Niger. Des représentants des pays producteurs de pétrole en Afrique se sont réunis à Abuja, la capitale nigériane, où se tient actuellement la 33e session de la conférence de l'Association des producteurs de pétrole africains. Les délégués au sommet veulent plus de diversification pour faire face à la chute des cours qui continuent de nuire à leur économie. Les pays producteurs de pétrole de toute l'Afrique se sont réunis ici, dans la capitale du Nigeria. Il s'agit de leur 33e session ordinaire, mais également de leur première session depuis le début de la chute des cours du pétrole. Cette rencontre est cruciale pour un pays tel que le Nigeria, qui tire près de 90% de ses revenus issus de l'exportation et 70% de ses revenus de l'exploitation du pétrole. La plupart d'entre eux sont confrontés à une baisse de près de 50% de leurs revenus suite à la chute des prix du brut. La situation actuelle résulte d'une surproduction de pétrole mondial. C'est très difficile à changer parce qu'aucun autre organisme que l'OPEP ne dispose d'un contrôle global sur la production. Cet excédent a également été aggravé par l'ajout de la production iranienne. Trouver une issue favorable aux pays producteurs de pétrole et aux entreprises africaines n'est pas une chose aisée. Il faut diversifier, et ce à tous les niveaux. La diversification est nécessaire du point de vue des entreprises et du point de vue des gouvernements. Si les pays sont capables de diversifier leur production pétrolière, il ferait mieux d'agir rapidement car il est fort probable que la baisse actuelle des prix dure. L'organisation, fondée en 1986 à l'initiative du Nigeria, a été établie afin de rendre les revenus des nations africaines productrices de pétrole moins dépendants de la technologie et des marchés occidentaux. Il semblerait que de gros efforts soient aussi à faire dans ce sens. Certains des pays producteurs de pétrole tels que Nigeria ont tenté de faire passer des coupes dans la production afin de stabiliser les prix, mais leur influence est très limitée.
Trouver un terrain d'entente semble compromis dans la mesure où de grands producteurs tels que l'Arabie saoudite refusent de diminuer sa production. La plupart des producteurs de pétrole africains n'ont d'autre choix que de trouver d'autres industries pour survivre. Jetons un œil au marché boursier européen, américain et africain. À l'exception de Londres, soutenu par les valeurs minières, les principales bourses européennes ont terminé jeudi en baisse malgré la hausse des cours du pétrole et des matières premières. Wall Street a fini en hausse encouragée par la prudence de la Réserve fédérale et la reprise des matières premières. Le Dow Jones a gagné 0,90%, dépassant pour la première fois son niveau de fin 2015 et le Nasdaq 0,23%. Et le temps consacré aux bourses des pays africains, l'indice sud-africain Jitobi a gagné 0,73%, l'indice Massi a perdu 0,23% et l'indice Setoun de la Tunisie a fini avec une hausse de 0,24%. On enchaîne tout de suite avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux. La Banque de réserve d'Afrique du Sud a relevé le seuil de son taux repos de 25 points de base à 7% dans le but de contrôler le taux d'inflation malgré le ralentissement de la croissance. Le gouverneur de la Banque de réserve d'Afrique du Sud, Lesetja Kganyago, a décidé de relever les taux d'intérêt à l'encontre des prévisions des analystes qui pariaient sur le maintien. Mais Kganyago a expliqué que la commission responsable de la politique monétaire restait préoccupée par la faiblesse des perspectives de croissance liées à la méfiance des entreprises et des consommateurs. La banque vise une inflation se situant entre 3 et 6%. Le principal taux d'emprunt se situe actuellement à 10,5%. Les marchés ont été secoués par le conflit entre le ministre des Finances, Pravin Gordhan, et la police. Et la récente accusation qu'une riche famille ayant des liens étroits avec le président Jacob Zuma pourrait se trouver derrière sa décision de limoger en décembre le respecté ministre des Finances du pays, Nanlala Nene, a envenimé la situation. Le président Zuma a démenti ces accusations devant le Parlement. Il a insisté sur le fait que ces nominations étaient influencées par personne d'autre que le parti au pouvoir, l'ANC. La hausse des prix des aliments a davantage accéléré que ce qui était prévu en raison d'un taux de change qui s'affaiblit et de l'aggravation de la sécheresse, résultant en une révision à la hausse des prévisions des prix alimentaires. Étant donné les prévisions d'une inflation en hausse et du prolongement attendu de la période de crise, il a été décidé qu'un resserrement de la politique monétaire était nécessaire pour compléter ce qui avait été décidé auparavant. La commission de politique monétaire a décidé d'augmenter le taux de 25 points de base à un niveau de 7% par an, prenant effet à partir du 18 mars 2016. La Banque centrale d'Égypte a majoré ses taux d'intérêt d'1,5 point de pourcentage lors d'une réunion du comité de politique monétaire. Cette augmentation avait d'ailleurs été anticipée à la suite de la forte dévaluation cette semaine de la livre égyptienne face au dollar américain. Jeudi, la Banque centrale a décidé d'assurer la stabilité du taux de change de la livre face au dollar à 8,78. Cette décision a été prise dans le sillage d'une semaine riche en événements, puisque la livre s'était dévaluée de 15% pour réduire le fossé avec les taux pratiqués sur un marché noir en plein essor. Elle s'est tout d'abord échangée à 8,95 contre le dollar, mais sa valeur est montée à 8,78 après 2 ventes exceptionnelles du gouvernement mardi et mercredi d'une valeur d'1,9 milliard de dollars. Maintenant, la situation est équilibrée et il n'existe plus vraiment de différence entre les marchés d'échange officiels et non officiels. Par conséquent, il y a aujourd'hui plus de dollars et le contrôle des approvisionnements en dollars est géré en Égypte. La valeur de la livre a pu s'apprécier de 7 centimes de livre. Cette semaine, d'autres mesures ont été annoncées. Lorsqu'on échange des dollars auprès d'une banque, on reçoit des certificats dont la valeur est plus élevée que les 15% de taux d'intérêt. L'objectif est d'accroître la demande pour la livre égyptienne et conserver les dollars en Égypte.
La Banque centrale a également annoncé qu'une réunion exceptionnelle avec les banques présentes en Égypte aura lieu dimanche prochain. L'objectif est de planifier une politique claire sur la manière de gérer la hausse du dollar. Le contrôle des échanges en dollars en Égypte a été obtenu de la part des bureaux de change et aujourd'hui des mécanismes adaptés doivent être adoptés à la demande des investisseurs. Il faut aussi répondre aux besoins monétaires de ces investisseurs. D'après les experts, la dévaluation de la livre de cette semaine était réclamée par le FMI dans le but de fournir un soutien financier à l'Égypte. Le gouverneur de la Banque centrale affirme qu'à travers ces mesures, il prévoit d'accroître les réserves monétaires pour les faire passer de 15 à 27 milliards de dollars avant la fin de cette année. Les efforts du Zimbabwe pour rétablir ses relations avec les institutions financières internationales rapportent des dividendes. Le pays africain doit recevoir un prêt du Fonds monétaire international, son premier de l'institution depuis 17 ans, d'ici quelques mois. Mais le pays, connu notamment pour son taux d'inflation vertigineux, doit d'abord régler ses comptes. Les détails de suite en images. La semaine dernière, le FMI était de passage dans le pays pour boucler un processus de 15 mois qui a permis des réformes majeures, dont la compensation d'anciens fermiers commerciaux blancs expulsés pendant la période de redistribution des terres et la réduction de la masse salariale de la fonction publique de plus de 30 % d'ici 2019. Ces réformes et la promesse de payer des arriérés de 1,8 milliard de dollars d'ici juin ont suffisamment impressionné le FMI pour que l'institution délie les cordons de la bourse. Le montant exact sera décidé plus tard, mais le gouverneur de la Banque centrale, John Mangoudia, a dit que le fonds avait consenti à doubler la somme disponible pour le pays à 984 millions de dollars. Une goutte d'eau dans l'océan si on considère l'ampleur des problèmes du Zimbabwe. Mais c'est quand même un vote de confiance qui pourrait aider à changer l'image négative du pays. Il faut apprécier la position du FMI. Ils sont satisfaits des progrès du pays et cela envoie un message positif à la communauté internationale. Donc plusieurs multinationales seront intéressées à venir soutenir l'économie du Zimbabwe. Le profil défavorable d'un pays plombe inévitablement les investissements étrangers et rend plus difficile le financement du secteur privé. La nouvelle a été saluée par tout le monde ici, mais la façon dont s'y prendra le Zimbabwe pour payer ses dettes n'est pas encore tout à fait claire. Le Zimbabwe va emprunter 896 millions à un pays africain dont l'identité n'a pas été dévoilée. Le pays va aussi recevoir 601 millions de la banque Afrexim. Nous sommes en train de creuser un trou pour en remplir un autre. Vous empruntez pour payer des dettes. Le gouvernement a été pressé de reviser sa stratégie fiscale portant sur les dépenses d'investissement. Emprunter de l'argent, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est la raison pour laquelle vous faites ces emprunts. Si vous empruntez pour consommer et que cela n'amène aucun développement, vous aurez encore des problèmes puisque vous n'avez pas créé les conditions favorables pour rembourser. C'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. La dette globale du Zimbabwe s'élève à 8 milliards 300 millions de dollars et ralentit considérablement la reprise économique. La perspective d'une aide internationale donne au pays une meilleure chance de surmonter ces défis. Le Zimbabwe va commencer le rationnement des enfants à un repas par jour alors que la sécheresse causée par El Niño continue de faire des siennes. Il s'agit de la pire pénurie alimentaire du pays en plus de 15 ans. 2 saisons consécutives aux faibles précipitations, l'actuelle étant la pire en près de 3 décennies. Conséquence, des récoltes de maïs détruites, des troupeaux décimés et près de 33 000 enfants victimes de malnutrition. Le gouvernement a annoncé un programme de nutrition de 200 millions de dollars à compter de mai pour les enfants des écoles primaires dans les régions les plus vulnérables où l'impact a été déjà dévastateur selon les agences d'aide. Nous voyons un fort absentéisme dans les écoles, un faible niveau de participation dans les classes et on enregistre également un niveau élevé de transfert d'enfants des zones rurales vers les zones urbaines. Selon le ministère de la Protection sociale, en octobre de l'année dernière, 3000 enfants avaient déjà quitté l'école dans la région fortement frappée du nord du pays. Un nombre qui pourrait être bien plus élevé maintenant. Et le gouvernement a indiqué que la priorité sera accordée aux 2 premières années d'école.
Le plan d'aide alimentaire complémentaire ajoutera une pression supplémentaire sur des ressources déjà manquantes en raison de la sécheresse. En janvier, le gouvernement a lancé un appel aux dons d'1,6 milliard de dollars pour nourrir 3 millions de personnes. Le nombre de personnes dans le besoin est désormais passé à 4 millions, alors que les réserves gouvernementales de céréales sont au plus bas, avec seulement 3 mois d'approvisionnement. Et par ailleurs, les Zimbabwéens ont un besoin critique d'approvisionnement en eau potable. L'effort du gouvernement est noble, mais il doit être soutenu par un programme durable et de participation autorisant, par exemple, les communautés à établir de petits jardins, des jardins diététiques. Et vous voyez, avec les ressources en eau qui s'assèchent, il s'agit là d'un élément essentiel qui doit être pris en compte. Plus d'un tiers des puits dans la région nord de Matabeleland sont asséchés. Des rapports indiquent également que nombre de sites de réservoirs d'eau dans le pays se trouvent à des niveaux dangereusement bas. Selon l'UNICEF, 35% des foyers du pays ont des approvisionnements inadéquats en eau propre. Cette pénurie a provoqué des craintes d'épidémies de maladies d'origine hydrique. Le Fonds des Nations Unies a déclaré avoir besoin de 21 millions de dollars pour répondre aux besoins des enfants. En Tanzanie, les enseignants sont autorisés à prendre le bus de l'école pour un trajet d'aller-retour de l'école gratuitement en vue de rendre service aux écoles. Un programme mis à l'essai dans la capitale commerciale de Dar es Salaam. Les enseignants se sont vus remettre des cartes de gratuité pour les bus du pays. L'humble Daladada a rarement été considéré comme un véhicule de changement. Mais en Tanzanie, cela sert à l'éducation. Et ce parce que les enseignants ont droit à des trajets gratuits pour aller travailler et permettre aux écoles qui luttent de ramener davantage de personnel. Un exemple avec Moussa, qui a besoin d'1 heure pour se rendre à l'école. C'est bien pour moi, car cela m'aide à arriver à l'école à temps. Le Daladada est un mode de transport populaire pour des milliers de professeurs et cette politique pourrait leur faire économiser 10 dollars par mois. L'espoir est que cela donne un élan aux instituteurs, mais aussi aux enfants. Et cela vise à aider les écoles de la capitale commerciale de Dar es Salaam, qui ont besoin du plus d'enseignants possible. Mais les conducteurs de bus perdent de l'argent et cela a causé certains problèmes aux enseignants. Chaque fois, professeur. Êtes-vous professeur? Donnez-moi de l'argent. Nous disons non, non, non. Nous voulons la gratuité. Ils n'ont pas une connaissance suffisante sur ce programme. Les autorités ont déclaré qu'elles pensaient à développer le programme dans la totalité de la ville. Durant des années, des étudiants ont voyagé gratuitement en bus, mais désormais, les enseignants pourraient également se presser dans les bus pour bénéficier d'un transport gratuit. Et en Afrique du Sud, le programme de bourse de virginité suscite une controverse. Pourtant, de nombreuses jeunes femmes recommandent cette bourse et l'initiative obtient des soutiens dans plusieurs provinces. La municipalité du district de Utukela, dans la province de KwaZulu-Natal, est la cible des critiques car elle offre des bourses scolaires aux jeunes filles capables de prouver qu'elles sont encore vierges. Beaucoup jugent la bourse misogyne et anticonstitutionnelle. Doudou Mazibuka, la maire du district, est la cible numéro 1 des critiques. Doudou Mazibuka insiste quant à elle sur la situation de son territoire. La moitié des jeunes filles du district est soit jeune mère, soit séropositive. 2, 3, voire 4 enfants à l'âge de 25 ans. Nous avons besoin de faire quelque chose en tant que pays, en tant que société. Donc, en tant que leader de ce district, il est de ma responsabilité de faire quelque chose pour ces jeunes filles. Le ministère du Développement social s'est impliqué dans le débat et a fait part de son opposition au programme. J'ai appelé la maire et soulevé plusieurs questions avec elle et elle dit que la population soutient le programme. Et puis, je lui ai dit oui, le fait que la communauté soutienne le test de virginité vient du fait que les populations jugent tout le temps les femmes. Malgré les critiques, les soutiens se multiplient dans d'autres provinces. Dans le township de Tembisa, Johannesburg, le groupe de virginité Amachichi espère bientôt pouvoir en octroyer à son tour.
Je comprends que les gens s'y opposent, mais pour moi, c'est une source de motivation, car si une jeune fille voit qu'il existe des bourses pour des gens comme elle, elle va se protéger jusqu'à la fin de ses études. C'est donc très motivant. Quand vous avez une éducation, ce qui est la seule chose dont vous avez besoin dans la vie, ce groupe peut aider à ce que vous réussissiez votre éducation. Gladys Sangweni, qui dirige ce groupe depuis 20 ans, n'est pas touchée par les critiques. Son objectif est de contrôler la propagation du sida et les grossesses non désirées. Ce que nous voulons vraiment leur enseigner est de s'abstenir et d'aller à l'université, puis de revenir et d'avoir un avenir. Je protège leur virginité car je pense que c'est le seul moyen, c'est peut-être demandé, mais au final, elles ont une vie au lieu de mourir jeunes ou d'attraper le sida. La communauté considère ce groupe comme un moyen de protéger les jeunes filles et de faire revivre un élément de la culture zoulou. La plupart d'entre nous aiment ce groupe car il éloigne les enfants des rues et il rend les jeunes filles fières d'elles-mêmes et de leur corps. Ce groupe est à mon avis l'une de ces choses que nous devrions encourager dans notre société en raison de l'importance du sida. Je pense qu'il donne à nos enfants un meilleur avenir, un avenir radieux en tant que femmes, car nos filles tombent enceintes avant 16 ans et ils vont dans des cliniques pour avorter. Désormais, elles sont tranquilles et ne sont plus inquiètes du sida qui tue nos enfants. Pour ces jeunes femmes, l'abstinence est devenue le seul moyen de remporter la bataille contre les grossesses précoces et le sida. Et malgré la controverse, c'est le seul moyen qu'elles ont trouvé pour obtenir une éducation. Et l'Afrique du Sud a réfuté les allégations de la FIFA selon lesquelles le pays aurait payé 10 millions de dollars américains de pots de vin pour s'assurer de la victoire de sa candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde 2010. Nous maintenons notre position qui est que lorsque nous avons distribué l'argent à la diaspora et effectué un versement de 10 millions de dollars, ce n'était pas pour de la corruption. Cela a été fait au grand jour et non pas de manière cachée et c'est le premier point que nous tentons à clarifier. Le ministre sud-africain des Sports a expliqué que l'argent avait été à l'origine déboursé de manière légale pour le développement d'un programme pour la diaspora africaine dans les Caraïbes, mais que cet argent avait ensuite été utilisé de manière frauduleuse par d'autres personnes. Il a ajouté que la FIFA devrait retirer sa déclaration faite mercredi, alors que l'instance internationale cherche à récupérer des millions de dollars auprès de ses anciens dirigeants en les poursuivant en justice aux États-Unis. Une entreprise américaine a fait savoir qu'elle a développé un poêle moderne à charbon baptisé Jikokoa. L'entreprise Burn a déjà implanté une unité de fabrication dans les environs de Nairobi. Chris Aking, le vice-président de l'entreprise, déclare que cet équipement présente plusieurs avantages comparés aux produits concurrents. Mère de 2 enfants, Mercy Mboun prépare le déjeuner. Elle utilise un poêle révolutionnaire connu ici au Kenya sous le diminutif de Jiko. Lorsque vous l'allumez, il monte très rapidement en température. Il n'a besoin que de peu de charbon. Il ne dégage pas de fumée. C'est ici, dans ces installations, à une vingtaine de kilomètres de la capitale Nairobi, que les poêles sont fabriqués. L'atelier donne du travail à une centaine de personnes. La moitié d'entre elles sont des femmes. Chaque semaine, plusieurs milliers de poêles sont fabriqués ici. Nous produisons 1 Jiko par minute, soit 14 000 par mois. Pour Chris Akin, le vice-président, le Jiko marque une amélioration comparée aux autres poêles disponibles sur le marché. Montrer aux gens que c'est comme ça que ça fonctionne, quels sont les avantages. Les enfants resteront plus longtemps à l'école. Il y aura moins de problèmes respiratoires. On économise annuellement 18 000 shillings, environ 180 $, simplement en utilisant moins de charbon. Conçu aux États-Unis, le poêle est fabriqué localement au Kenya. Un des plus grands investisseurs est Acumen. Cette ONG américaine met l'accent sur l'économie sociale. La plupart des matériaux utilisés par l'entreprise Burn viennent de Chine, le reste étant acheté localement. Leur modèle commercial est simple. Faites-lui faire ses preuves, allumez un poêle, allez sur place dans les marchés, les supermarchés, là où sont vendus les gigots. Montrez aux gens comment ça fonctionne.
Jusqu'à présent, ce système a été couronné de succès en Ouganda. Plus de 140 000 poêles ont été expédiées à ce jour, permettant aux familles d'économiser des millions et d'aider à préserver l'environnement. La direction se montre confiante. Elle estime que la même réussite peut être reproduite au Kenya avant le déploiement du produit en Afrique subsaharienne. Le gouvernement du Malawi et l'Agence des Nations Unies pour les enfants, l'UNICEF, ont mis en circulation des drones en Afrique rurale. Encore à l'essai, ces appareils sont susceptibles de réduire le temps d'attente nécessaire au diagnostic du VIH chez les nourrissons. Au Malawi, des drones viennent de s'engager dans la lutte contre le VIH. Ce drone est utilisé pour transporter des échantillons prélevés dans des cliniques isolées vers des laboratoires spécialisés dans le dépistage du virus. Jusqu'à présent, le transport des prélèvements assurés par moto durait près de 11 jours jusqu'au laboratoire spécialisé. Ce délai constitue une attente douloureuse pour les mères des enfants dépistés. C'est une expérience très douloureuse pour moi parce qu'actuellement, je ne sais pas si mon enfant a été contaminé par ma maladie ou s'il va bien et l'attente est longue. J'espère que les résultats seront négatifs et qu'il aura un avenir. Il n'y a pas besoin de pilote. Tout ce qu'il faut, c'est un employé avec un mot de passe et un signal GPS sur son téléphone portable. Une fois que les prélèvements sont à l'intérieur, il suffit d'entrer les coordonnées géographiques et le drone décolle. Cet essai est sponsorisé par l'UNICEF et le gouvernement malawi. Au Malawi, le taux de prévalence du VIH est de 10%, soit l'un des plus hauts au monde. Chaque année, environ 10 000 enfants meurent du virus. Cette technologie pourrait faire baisser ce nombre en accélérant la prise en charge des enfants atteints. Il y a de nombreux délais d'attente dans la prise en charge des enfants séropositifs. Ils doivent être testés très tôt, idéalement avant leurs 2 mois, lorsqu'ils ont entre 6 et 8 semaines. Ensuite, leurs prélèvements sanguins doivent être acheminés du centre médical jusqu'à l'un des 8 laboratoires spécialisés du pays. Les mères attendent jusqu'à 2 mois ces résultats et cela représente une période très longue dans la vie d'un enfant séropositif. L'Agence des Nations Unies finance l'acheminement des prélèvements sanguins au Malawi à hauteur de 1,5 million de dollars par an. Mais si cet essai s'avère fructueux, l'emploi des drones pourrait révolutionner le traitement de la maladie. Cela représenterait une avancée majeure dans la résolution des problèmes de coûts et de transport. Nous faisons face à des délais d'attente extrêmes du fait de la mauvaise qualité des routes, du prix élevé de l'essence et du manque de véhicules. Ces drones ne sont pas chers et sont très efficaces. Cette technologie peut changer la donne, non seulement au Malawi, mais également dans le reste de l'Afrique. Nous aimerions que cette technique soit employée dans d'autres pays afin d'améliorer la qualité des services de santé. Cet essai en est toujours à un stade précoce, mais se montre d'ores et déjà efficace. Cette technologie a le potentiel de révolutionner la livraison médicale en Afrique rurale, et si ce projet obtient le soutien des gouvernements africains, il pourrait sauver de nombreuses vies à travers tout le continent. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'Afrique Info. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.